Donc, affaire de spécialiste, certes, mais enfin, vous en connaissez un rayon quand même sur le domaine. Il me semble que Madame Blanc-Pardigon... Puisqu'on évoque, une personne a évoqué la question de la légionelle, effectivement, nous surveillons très régulièrement les réseaux d'eau du secteur public, de tous les équipements de la ville qui peuvent être concernés, c'est-à-dire les douches des stades, l'eau des lavabos des enfants, des crèches, etc. Et d'ailleurs, il y a quelques mois la présence de légionelle dans une crèche qui a permis très rapidement de résoudre le problème par les actions qui ont été mises en œuvre. Bon, puis on vous renvoie évidemment à un précédent plateau que l'on a animé sur la question de l'eau, où on a abordé plus particulièrement ces questions de légionelle et de présence de légionelle. Monsieur Sauvage, une question, un bâtiment comme on a vu, formidable outil technologique, ça coûte plus cher à construire. Quel type d'accompagnement à l'usage ? Plus cher, forcément, qu'un bâtiment tout à fait ordinaire. En fait, il faut avoir une réflexion à moyen ou à long terme. C'est-à-dire que ce qu'on construit aujourd'hui, qui coûte un peu plus cher qu'un bâtiment qui serait de moins bonne qualité, de ce point de vue-là en tout cas, on peut le récupérer assez facilement au fil des années en faisant des économies d'énergie. Donc si on a une réflexion, ce qu'on appelle un coût global, c'est-à-dire qu'on se demande ce que coûte un bâtiment à construire et on se demande ce qu'il va consommer dans les 20, 30 ou 40 ans à venir, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Donc il y a peut-être un investissement légèrement supérieur, mais à terme, ça coûtera beaucoup moins cher que si on avait fait un bâtiment qui n'était pas aussi performant sur le plan énergétique. Donc l'échelle, c'est 20 ans pour récupérer éventuellement un coût de fonctionnement ? Il n'y a pas de règle générale, mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut pas se focaliser uniquement sur l'aspect combien ça coûte aujourd'hui, quoi. Il faut se dire combien ça va me coûter dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Madame Pelliquiero, notre conseillère en santé environnementale, ces nouveaux bâtiments basse consommation qui sont formidables en termes de gains, d'économies, en termes de coûts de fonctionnement, etc. Ils ont évidemment un impact sur l'usager parce qu'on a l'impression que tout est régulé, tout est automatique. Est-ce qu'on ne peut pas craindre par quelque part que ça en fasse oublier les gestes de bon sens au quotidien à la maison, par exemple ? Si, si je devais répondre en un mot, si, bien sûr. Il y a des personnes qui investissent beaucoup dans des maisons, que ce soit des normes ou des labels HQE ou BBC, et qui vont mettre des produits de décoration tout à fait à contrario de ce que la maison induit. Donc, déjà, le premier point auquel je pense dans tout ce qui était décoration que j'ai déjà abordé au début, mais c'était les moquettes. Donc là, on retrouve effectivement le formaldéhyde, du toluène, du benzène, beaucoup de choses effectivement qui composent la moquette. Bon, il n'y a pas que la moquette, il y a tout aussi... Tout ce qui semble pas zen, hein, pour le coup. Pour le coup, effectivement, c'est très volatile en plus. Donc les gestes aussi... Il y en a beaucoup. Bon, là, on a parlé déjà du chauffage, etc. L'architecte veillera aussi à mettre en place au niveau des menuiseries, par exemple, tout ce qui est une lame d'air en dessous des portes. Donc, c'est à 2 à 3 cm sous les portes. Il faut laisser la ventilation, encore une fois, naturelle se faire dans la maison, par exemple. Ventilation haute, ventilation basse, c'est important. Oui, ça aussi, bien sûr, mais ça sera pensé vraiment au niveau du bâti. Après, ce qu'on peut mettre nous en place aussi comme pensée, puis comme geste au quotidien, donc les animaux, ça on l'a vu, la literie. Donc la literie, il faut savoir que entre les composés en métaux, donc tout ce qui va être les ressorts, etc., c'est un endroit où on passe plus de 8 heures par jour. C'est vraiment un endroit à regarder de près. Donc il y a des retards de flammes bromés dans certains matelas. Enfin, il faut vraiment regarder les étiquettes aussi. Vive le futon. C'est ça. Donc là aussi, on a maintenant des matelas en laine vierge, en latex naturel, etc. Donc ça, il faut regarder aussi de près. Monsieur Sauvage, est-ce que dans votre cahier des charges, il était prévu un accompagnement
à l'usage de ces bâtiments. Vous abordez la question de on doit avoir un comportement citoyen en termes d'utilisateurs. Bon, il y a cette première question. Donc là, on a vu bâtiments neufs. Et qu'est-ce qu'il en est aussi sur les réhabilitations, les rénovations? Voilà. Donc l'accompagnement à l'usage et... Première partie de la question sur l'accompagnement à l'usage, effectivement il y a une formation qui a été mise en place, je crois qu'il y a eu encore une session, je regarde Michael Lepens qui est près de moi, je crois qu'il y a eu une session récente de formation nouvelle du personnel donc pour la gestion d'une part, donc on a un logiciel spécifique de gestion des salles, donc comme je le disais dans le reportage, qui permet en même temps de gérer la ventilation et le chauffage, et en même temps il y a aussi pour le personnel de la municipalité une gestion vous l'avez vu sur les images, des systèmes qui sont malgré tout assez complexes, donc qui demandent une gestion assez pointue. Donc ça a été fait, c'est encore en train de se faire, évidemment c'est prévu, on ne peut pas laisser un outil comme ça à des utilisateurs qui ne sauraient pas l'utiliser, sinon on arriverait vite à des contre-performances. Ensuite, sur la question de la rénovation. Sur la rénovation, enfin je voudrais dire aussi par rapport à tout ce qu'on entend, là, c'est qu'on a l'impression qu'il ne faut plus rentrer dans les maisons, quoi, que c'est devenu un piège à polluants et que si on reste enfermé trop longtemps dans sa maison, on va mourir. Donc je voudrais peut-être relativiser un petit peu. Chaque polluant est potentiellement dangereux, mais c'est une question de quantité, c'est une question de risque, il est fonction et la quantité du polluant et la durée d'exposition. C'est pas parce qu'il y a un peu de benzène ou un peu de formaldéhyde dans une pièce, il y en a forcément ici, qu'on va tous y laisser notre peau, donc il faut quand même il faut souffler un peu, quoi. On va pas tous mourir dans nos logements dans les mois qui viennent, donc j'aurais voulu faire ce petit... C'était important de le dire. Ouais, je crois qu'il faut quand même que les gens qui vont nous écouter ne soient pas... à la fois soient vigilants, parce que il faut être très vigilant. Il y a des milliers ou des dizaines de milliers de produits nouveaux, polluants, qui ont été inventés depuis un siècle et qui nous entourent, donc il faut s'en méfier. Mais il faut aussi... le stress, je pense, est aussi facteur de risque potentiel sur le plan de la santé, donc il ne faut pas non plus trop stresser, quoi. Il faut bien se comporter. Un mot sur la rénovation, parce que là, on doit bientôt conclure. D'accord, mais sur la rénovation, aujourd'hui, on construit des bâtiments qui sont plutôt performants sur le plan énergétique, qui vont l'être très performants. Les bâtiments qu'on fait aujourd'hui BBC doivent consommer au maximum, c'est des chiffres, mais 50 kWh par mètre carré par an pour tous les usages, sauf l'électroménager. Et c'est à peu près, 3, 4, 5 fois moins que ce qu'on construisait il y a 20 ou 30 ans. Donc les écarts sont énormes. Enfin, on fait aujourd'hui des bâtiments donc, qui sont à la fois performants sur le plan énergétique et qui en même temps donc, sont à peu près bien conçus pour renouveler l'air intérieur. Mais le gros souci, c'est que tout le monde ne construit pas sa maison aujourd'hui. La plupart des gens habitent dans des logements existants qui ont été construits il y a 20, 30 ou 50 ans. Et c'est là-dessus que la société doit faire des efforts, donc pour les rendre d'une part plus performants sur le plan énergétique, parce que ce sont pour la plupart des véritables passoires. Et puis d'autre part, les gens qui les occupent n'y sont pour rien, mais il se trouve qu'il y a 30 ou 40 ans, on se posait moins ces questions. Et puis d'autre part, surtout bien penser que quand on change ses fenêtres dans une maison, qu'on fait une isolation extérieure par exemple, il est essentiel de passer à la ventilation, parce que c'est à ce moment-là, quand on avait des fenêtres qui laissaient passer l'air, peu ou peu, les choses se ventilaient naturellement. Aujourd'hui, quand on rénove ces bâtiments, on a tendance à en faire un peu, ce que j'ai dit tout à l'heure, des bouteilles thermos. Donc il faut être très vigilant et traiter forcément en même temps la ventilation de l'air. Donc quand on le fait pour un immeuble, par exemple pour un bâtiment HLM, se poser la question de l'isolation, de l'étanchéité des fenêtres et puis surtout de la ventilation de l'air. C'est vraiment capital. Bon, Monsieur Sauvage nous fait la transition. On voit bien que derrière, il y a la question des choix, des orientations politiques. Madame Blanc-Pardigon, en 30 secondes, montre en main, quelles sont les orientations politiques dans le domaine de la santé publique sur ces questions de la qualité de l'air, les modalités de sensibilisation, de prévention? Oui, voilà. Donc, très très rapidement, nous sommes intégrés dans le programme régional santé-environnement avec la volonté forte de sensibiliser la population et notamment les enfants par des gestes simples sur les modalités de se préoccuper de son appartement, de sa maison. Et donc, l'équipe du service santé-environnement travaille au quotidien avec ces éléments-là et a préparé un petit document qui va être distribué sur les gestes, et notamment un agenda qui va parler des gestes simples à faire tout au long de l'année. Et simplement dire que nous ne travaillons pas tout seul dans notre petit coin à Salon de Provence, mais que nous travaillons également avec tout le réseau français des villes santé OMS, avec un certain nombre de grandes villes et de personnes scientifiques qui travaillent là-dessus, et que je crois que donc nous faisons partie des bons élèves de la classe et nous allons essayer d'y continuer.
Madame Pellicchio, un petit mot de conclusion. On a vu que l'usage des plantes, c'était pas forcément l'idéal. Un petit mot de conclusion, un petit rappel des bons gestes. Les bons gestes En synthèse. En synthèse, ça va être très difficile, donc on va pas aborder tous les matériaux effectivement qui nous entourent, mais juste regarder plus précisément l'endroit où vous passez le plus de temps dans la journée, que ce soit donc votre bureau ou votre chambre, encore une fois. S'attarder sur ce qui compose vraiment votre environnement proche, que vous manipulez tous les jours, et essayer de changer par des matériaux sains ce qui peut l'être, parce qu'il y a des choses qui ne pourront pas être changées. Un ordinateur et tous les composants, qui, je ne les dirai pas pour pas effrayer l'assistance, mais tous les composants ne pourront pas être changés. On a besoin de se servir d'un ordinateur, mais peut-être effectivement l'éteindre quand on s'en sert pas, comme la voiture, comme des gestes. Et aérer peut-être aussi. Et aérer, ça reste effectivement la meilleure possibilité pour avoir un air sain intérieur. Ça c'est Donc si on doit conserver qu'un seul geste, ça serait celui-ci. Aérer. Mais aérer, comme l'a dit la personne dans le reportage, c'est vraiment fenêtre en grand, 30 minutes matin et soir, qu'il fasse chaud ou froid. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un appartement n'a pas besoin d'être surchauffé. Plus il y a surchauffe, plus il y a condensation, et effectivement plus il y a création de moisissures et d'acariens. Donc là, on revient à un cercle vicieux aussi. Un appartement, pour qu'il soit sain, il doit être entre 18 et 20 degrés. Point. On n'a pas besoin de forcément plus, parce qu'après, il y a une prolifération d'acariens. On voit bien que le sujet est vaste, mais on doit conclure. Madame D'Alessandro, rapidement. Oui, alors très rapidement, effectivement, il ne s'agit pas d'affoler tout le monde et de penser qu'on va mourir à partir du moment où on reste chez soi. Mais par contre, il y a un peu un retour de l'histoire. Au 19e siècle, la période hygiéniste, c'est ce qu'elle a mis en avant. C'est pour d'autres raisons. On pensait qu'il y avait des miasmes dans l'air qui étaient toxiques et contaminants. Mais c'était l'aération des bâtiments, et on a eu une architecture différente qui a permis cette aération des bâtiments. Ensuite, on est retourné vers un confinement qui a atteint son apogée dans les années 60. Et là, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, en fait, l'air intérieur est pollué, et qu'il y a des gestes simples pour arriver à faire en sorte de pouvoir vivre correctement à l'intérieur. Donc, en résumé, si on reprend vos propos, l'air extérieur, effectivement, on l'a vu, est pollué, mais pratiquement l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Alors, l'air intérieur est très pollué. Probablement en concentration plus que l'air extérieur. Et le deuxième point majeur, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps. On y passe plus de 85% de notre temps à l'intérieur, ce qui est aussi quelque chose de nouveau. Au milieu du siècle dernier, on ne passait pas 85% de notre temps à l'intérieur. Aujourd'hui, on passe la majorité de notre vie, et en plus, ce sont les plus fragiles qui y passent le plus de temps, à savoir les jeunes enfants et les personnes malades et les personnes âgées. Donc effectivement, savoir que l'air est pollué, qu'il y a des moyens simples pour diminuer en partie cette pollution. Merci Madame D'Alessandro. Monsieur Sauvage. Oui, donc juste un mot par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que faisons en sorte que les enfants aillent plus souvent dehors, qu'ils passent moins de temps devant les écrans, puisqu'on apprend aussi que les ordinateurs sont source de pollution. Donc voilà, faisons en sorte que les enfants aillent dehors, et puis je pense qu'ils s'en porteront mieux. Donc un petit peu d'activité physique, ça sera le mot de la fin. Merci Monsieur Sauvage, merci à toute l'équipe de DOZone, merci à tous nos invités, à très bientôt. Thank you.